Bonjour, je suis Delphine Zanelli. Bienvenue dans le podcast L'entreprise de demain, le podcast de tous les bâtisseurs du futur du travail. Celles et ceux qui le vivent, le créent, le questionnent et chaque jour le réinventent. Une entreprise plus vertueuse et soucieuse de son impact social pour une société meilleure. Bonjour, bienvenue dans ce best-of de la saison 2. Cette deuxième saison arrive effectivement à sa fin. Une saison riche en interviews inspirantes, également en échanges avec vous, chers auditeurs. Une saison et des échanges qui m'ont inspiré un nouveau futur pour le podcast. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de m'écrire ou de répondre à mes questions. Pas de panique, le podcast de l'entreprise de demain tel que vous l'appréciez sera au rendez-vous dès fin août et 2 fois par semaine dès la mi-septembre. L'agenda est déjà bien plein et les invités, comme toujours, très inspirants. Mais j'ai voulu aller encore plus loin, donner vie à cette communauté de bâtisseuses et bâtisseurs du futur du travail que vous êtes. C'est vous qui, aujourd'hui, faites et ferez le futur du travail pour que, demain, entreprise et impact positif ne fassent qu'un. Mon souhait, donner les moyens à chaque acteur qui souhaite agir de le faire. Passer de l'inspiration à l'action, simplement, en toute autonomie, avec le soutien d'experts et d'une communauté. Stop, je ne vous en dirai pas plus. Mais vous serez les premiers à en connaître tous les détails à la rentrée. Regardons tout d'abord un peu ce que cette saison nous a donné à penser et à agir. Je vous propose de la réécouter entre les lignes. Alors l'entreprise de demain, c'est tout d'abord une entreprise qui se questionne sur son impact. Antoine Cyr nous l'explique. Aujourd'hui, les entreprises doivent placer la transformation de l'impact positif au cœur même de leur modèle. Il ne suffit pas de faire de la RSE à l'ancienne, mais de la RSE d'aujourd'hui et de demain, c'est-à-dire de la RSE dans laquelle c'est l'ensemble de l'entreprise et l'ensemble de son action qui va suivre son empreinte sociale et son empreinte environnementale. Sa pérennité également. Impossible d'avoir de l'impact sans pérennité, cela va sans dire. Écoutons Franck Carnero. Qu'est-ce que j'ai envie de leur apporter durablement en quoi ça peut irriguer ma performance de long terme dans un univers qui est fortement concurrentiel, avec des services qui peuvent être un peu commodotisés, banalisés. Finalement, une des manières de pérenniser l'entreprise, c'est sans doute de se poser la question de ma valeur ajoutée profonde pour mes parties prenantes. Et ça génère en général des réflexions très intéressantes sur le plan stratégique qui projettent au-delà de la transformation et de l'adoption de la qualité de société à mission. Ça permet d'ouvrir des voies à plus long terme sur les perspectives d'évolution, les perspectives de politique en matière de richesses humaines, de politique de développement de produits. C'est aussi une très grande source d'innovation en fait. Ça peut être de l'innovation managériale, mais ça peut être aussi de l'innovation produit, service, organisationnelle, etc., etc. Certes, ça nécessite du leadership. Antoine Cyr nous l'explique à nouveau. Et donc, ça demande un effort d'explication et un leadership qui est très difficile à avoir. Parce que ça veut dire que pendant quelques années, il faut que vous soyez capable d'expliquer à vos salariés, à vos collaborateurs, à vos actionnaires que vous êtes en train de partir dans une certaine direction. L'impact positif ne se voit peut-être pas tout de suite, mais que vous y croyez. Et après, une fois que c'est enclenché, par contre, je pense que ça rend beaucoup mieux. Moi, je vois, j'ai la chance de travailler dans une entreprise qui est gérée de façon assez long-termiste. Et le secret des bons résultats, là pour le coup financier de BNP Paribas, quand on a la vision longue de ce que fait cette banque, on se rend compte que c'est des décisions qui ont été prises il y a 5 ans, il y a 10 ans ou il y a 15 ans qui font une bonne partie de la qualité de ces résultats aujourd'hui. Et le leadership aujourd'hui, qu'est-ce que c'est sinon de l'authenticité, du courage, de la vulnérabilité ? Tenir sur la durée également. C'est Xavier Mufradji qui nous le dit, très clairement. Donc c'est ça le dirigeant d'aujourd'hui, une authenticité, une envie d'aller vers les autres, l'envie de se dépasser tous les jours comme un sportif. Et de plus en plus, souvent les stratégies d'entreprise, on ne va pas dire que c'est facile à avoir, mais on n'impressionne plus avec la capacité à avoir une stratégie. On dit toujours pour les dirigeants que la seule stratégie que vos clients voient, c'est votre exécution.
Et donc, je pense que tous les patrons, moi maintenant que je rencontre, se rendent compte que bon, la stratégie, elle est fixée, mais en fait, dans nos grandes organisations, la difficulté, c'est de faire avancer les choses. Et je pense qu'il y a un élément qui va faire basculer tout le monde vers un modèle, je trouve, moi, ce que j'appelle plus anglo-saxon. Les actionnaires, les employés. Aujourd'hui, les actionnaires ont compris que le résultat au quarter, c'est pas suffisant pour l'entreprise. On voit maintenant, on a des ratios d'éco-responsabilité, de développement durable. Dans le développement durable, on parle beaucoup d'écologie, d'énergie, mais le point numéro 1, c'est l'employé. Exactement. Et aujourd'hui, en étant au Club Med et avec 40%, je crois, de nos employés qui doivent être dans 25 ans ou moins de 30 ans, c'est un critère numéro 1 pour attirer les meilleurs. Aujourd'hui, si vous avez une approche qui n'est pas positive, qui ne donne pas de plan de carrière, qui ne s'ouvre pas à l'extérieur, qui n'a pas un management coach dans votre approche, vous ne recruterez pas et vous ne garderez pas les meilleurs. Donc, il y a des dirigeants qui sont engagés dans cet esprit aujourd'hui plus anglo-saxon de l'approche managériale, mais je pense qu'il y aura une réalité business et des équipes qui va faire bouger l'ensemble des modèles dans cette direction. D'engager aussi ses collaborateurs en leur donnant du sens. Marie-Robert nous l'explique très bien. Le sens, en premier lieu, c'est vraiment la signification qu'on donne à ce qu'on fait. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable de s'expliquer à soi-même pourquoi on est en train de faire telle ou telle tâche ? Et là, tout de suite, on est déjà dans quelque chose de plus compliqué que ce qu'on a l'impression de croire. Toujours est-il qu'on fait tous dans notre journée des tâches parfois assez peu intéressantes. On répond à des mails qui ne nous enchantent pas toujours, mais pour autant, si on arrive à leur donner de la signification, alors ça nous paraît pas si rébarbatif. Ce qui est dur, c'est quand on n'arrive plus en fait à sentir, quand on a l'impression que finalement qu'on soit là ou qu'on soit pas là, ça change rien, que les tâches qu'on accumule, mais en fait elles mènent strictement à rien, à aucune vision globale, à aucun projet global. Et dans cette idée de la signification, là, je suis convaincue que l'entreprise a un rôle à jouer. C'est-à-dire de rappeler à ses salariés pourquoi on fait les choses. Quelles sont... là, il faudrait un épisode tout entier sur les valeurs, mais quelles sont nos valeurs ? Qu'est-ce qu'on poursuit ? Et Benoît Riesler vient rebondir là-dessus. Moi, finalement, en tant que manager, peut-être plus en tant que manager que RH dans le fond, ma responsabilité à moi, c'est d'être en permanence à donner le sens. Je pense que dans la mesure... en tout cas, c'est comme ça que je vis mon métier de manager. Et concrètement, ça se traduit comment ? Ça se traduit que toutes mes prises de parole vis-à-vis de mes équipes RH aujourd'hui, mes prises de parole sont pour expliquer pourquoi on fait les choses. Quelle est l'utilité pour l'entreprise de notre action ? En quoi ça répond aux préoccupations stratégiques de l'entreprise, en quoi ça nourrit la finalité même du groupe Crédit Agricole. Donc c'est donner le sens et apporter de la cohérence entre les décisions que nous pouvons prendre et finalement ce sens. Et c'est cette finalité profonde qui est celle de l'entreprise. En les impliquant aussi très concrètement. Écoutons un nouveau Benoît Riesler et Julien Palabert. Je dis ça avec encore beaucoup de prudence, mais qu'on a appris dans cette crise, ce plan managérial, à lâcher prise. Ah, c'est super intéressant. Et c'était quelque chose que vous aviez un peu dans votre culture d'entreprise ou pas trop, justement ? Parce qu'on est quand même dans une banque. Et oui. Moi, je fais partie de ceux qui ont la conviction que, à un moment donné, notamment avec nouvelle génération, il faut lâcher prise. Il faut que le manager lâche prise. Il faut que le manager fasse confiance, laisse un espace de liberté et d'expression aux collaborateurs. Et là, on vient travailler sur non pas une motivation qui est extrinsèque, c'est-à-dire la carotte ou le bâton, la prime ou la punition, mais on vient travailler sur une vraie motivation qui est intrinsèque. C'est-à-dire, on va expliquer la finalité de la tâche aux collaborateurs. Dans quoi il s'inscrit ? C'est quoi la vision de l'entreprise ? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de lui ? On peut travailler sur un deuxième levier qui est l'autonomie, c'est lui laisser un degré de liberté, même si on va venir chercher des points de passage. Mais en tout cas, sur la façon dont il va réaliser son travail et ses tâches, c'est lui laisser un degré d'autonomie. Et troisièmement, ça peut être la notion de maturité, c'est-à-dire c'est lui permettre d'avoir un environnement où intellectuellement, il va continuer à apprendre, à se développer, à être stimulé aussi intellectuellement. À partir de ce moment-là, si on travaille sur l'autonomie, la maturité et la finalité, on travaille sur les 3 leviers de la motivation intrinsèque. Et donc, on s'assure d'une certaine manière que les gens sont plus engagés
au quotidien dans leur travail. Et puis, il est essentiel de se doter d'une culture forte. Laissons la parole à Laetitia Vito. Et vous l'avez dit tout à l'heure, les cultures fortes, celles qui permettent un travail collectif efficace et celles où il y a un sentiment d'inclusion qui marche bien dans l'équipe, ont eu beaucoup moins de problèmes. Ont eu beaucoup moins de problèmes avec la distance. Alors certes, il restait l'anxiété de la pandémie, il restait l'enfermement du confinement, mais c'était pas quelque chose qui était lié au travail en lui-même. Et pourquoi il y avait moins de problèmes ? Il y a moins de problèmes parce que les codes sont mieux partagés, parce que les codes sont plus clairs, parce que du coup on peut avoir plus de liberté dans le cadre. Enfin, je sais pas. Exactement, parce qu'il y a une meilleure communication, parce qu'on se sent entendu, on se sent écouté, parce qu'on se sent inclus, parce qu'on se sent, et c'est là que l'analyse de Daniel Coyle est si pertinente, en sécurité du point de vue affectif, psychologique. Et qu'est-ce que ça veut dire se sentir en sécurité ? Ça veut dire se sentir appartenir au groupe, avoir régulièrement des petits signes ou des petits messages qui nous disent « tu appartiens au groupe, tu appartiens à cette tribu », et nous sentir avoir un avenir dans ce groupe. Et pouvoir exprimer sa vulnérabilité et entendre celle des autres. Donc il a cette très jolie explication sur la boucle de vulnérabilité, qui est cette idée que la confiance ne précède pas l'expression de la vulnérabilité. En revanche, elle est engendrée par l'expression de la vulnérabilité. En gros, si un manager à un moment exprime cette vulnérabilité, il envoie le signal aux autres qu'il leur fait confiance. Ils vont pas en faire mauvais usage de cette expression de vulnérabilité. Et il va autoriser les autres à exprimer à leur tour une forme de vulnérabilité. Et de cet échange naît une relation basée sur la confiance. Et tout cela nourrit cette sécurité psychologique du groupe. Et bien sûr, encourager chacun à apprendre, certes des réussites, mais aussi des échecs, c'est toujours très éclairant. Claude Monnier insiste là-dessus. On s'intéresse beaucoup au partage de l'échec. Donc, on essaye de permettre à l'individu et au collectif, lorsqu'il est confronté à un échec, de ne pas être tenté de l'enfermer dans une boîte et de se dire, bon, je ne veux plus en parler. Mais un travail quasi inverse, c'est d'essayer de tirer une forme d'enseignement de ces échecs, des choses qui n'ont pas marché. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourrait qualifier d'expérientiel. On essaye de partager cette expérience du truc qui n'a pas marché pour qu'éventuellement, le groupe puisse se dire, on a identifié les clés du non-succès de ce projet et que c'est probablement quelque chose qui peut nous faire gagner du temps ou gagner du raisonnement par rapport aux projets futurs qui vont arriver. Plutôt que raisonner à l'inverse, qui est de partager les succès comme si c'était le Graal absolu et de mettre une pression sur toutes et tous en disant voilà ce qu'il faut faire. En l'occurrence, c'est pas si simple, le voilà ce qu'il faut faire. On n'est pas tous armés de la même manière, on n'a pas toujours tous les mêmes moyens, c'est pas toujours les mêmes matériaux au départ pour réussir un projet. Et puis tout ne dépend pas de vous ? Tout ne dépend pas d'un individu ou d'une fonction ou d'une personne, c'est l'importance du collectif. Et on sait aujourd'hui que dans la carrière des artistes, c'est du travail de groupe, même si après on ne voit qu'une personne souvent sur une scène. Autour, il y a énormément de monde. D'ailleurs, en coulisses, il y a tellement de monde qu'on est vraiment dans une approche systémique de la création artistique. Et pour finir, je crois profondément que dans la période que nous vivons, s'il est essentiel pour l'entreprise et chacun d'entre nous de se questionner sur son impact, il est également essentiel de se projeter. Raphaël Bideau-Waddington nous l'explique très bien. Une keynote sur le futur, justement sur l'impératif de recréer une relation au futur pour ne pas se laisser écraser par ce climat de peur dans lequel on est. Il y a beaucoup de gens qui activent cette collapsologie. Donc, elle était déjà là avant avec le risque environnemental, avec cette culture. Vous n'êtes pas à créer de la valeur. Hein. Voilà, donc il y a cette ambiance d'inquiétude, de peur qui écrase. Donc, penser au futur, c'est reprendre la main sur notre avenir. Et là, c'est plutôt être dans une prospective, donc moi je le dis, une prospective de reconstruction, c'est-à-dire disrupter le futur. Et c'est en nous projetant que nous ouvrirons la saison 3. Je vous inviterai à regarder plus loin, à découvrir, à expérimenter de nouvelles pratiques managériales. Ce ne sont ici que quelques pépites de la saison 2. Il y en a tant d'autres. Je vous encourage à écouter ou réécouter les épisodes, le temps d'une marche, d'un footing ou tout simplement sur votre transat cet été. D'ailleurs, je vous proposerai certains épisodes en rediffusion tout au long de l'été. Merci à mes invités, merci à vous tous pour votre écoute fidèle. Merci pour vos messages, vos feedbacks. J'adore, et c'est d'ailleurs ce qui me frustre le plus, ne pas assez échanger avec vous. Je compte bien m'y atteler plus, notamment au travers de ma page Instagram, l'entreprise de demain, ou la mienne, Delphine Zanelli.
Et dites-moi d'ailleurs, quel a été votre épisode préféré? Qu'avez-vous mis en action cette année? Faites-le moi savoir sur les réseaux, par email à delphine.zanelli, toujours un seul N et 2 L, @gmail.com. Je vous souhaite d'ici là un très bel été, prenez soin de vous et à très bientôt. Merci pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. Faites-le moi savoir en laissant des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast. Cela me permet de le faire connaître, le podcast, et m'encourage à le poursuivre. Rejoignez-moi également sur le groupe LinkedIn L'entreprise de demain pour échanger avec d'autres auditeurs, proposer des invités. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. Cette série est produite par Delphine Zanelli et Ose Masterclass. Réalisation sonore Cyril Carillon et au micro Delphine Zanelli.